Je m'appelle Claire, à 56 ans, je demeure dans une grande bâtisse au volet d'un bleu délavé, nichée entre les collines moirées du Périgord. Les étés y sont d'un or incandescent, les cigales font vibrer l'air de leur stridulation inlassable, la terre exhale des effluves de foin sec et de pierres chaudes, et, chaque soir, lorsque le soleil décline, une brume douce semble suspendre le temps, comme si les souvenirs eux-mêmes flottaient entre les murs épais de la maison et respiraient à travers les vieilles poutres. Depuis 28 ans, je partage ce territoire de paix avec Marc, mon mari, et, bien que la routine ait poli les bords tranchants de notre passion, elle nous a aussi offert une complicité patiente, presque tendre, tissée de gestes silencieux et de regards entendus. Marc est apiculteur, un homme de douceur et de terre, ses doigts, tachés de propolis, transportent la mémoire du miel. Il passe ses journées à converser avec le bruissement feutré de ses abeilles, puis, sitôt la nuit tombée, il se love dans un fauteuil au coin du feu pour lire, une lampe discrète projetant un halo doré sur son visage attentif. Notre amour, autrefois brûlant comme une braise vive, s'est mué en braise lente, moins d'éclat, mais davantage de profondeur. Pourtant, ce silence apaisant, ce murmure ininterrompu du quotidien, se change parfois en un couvercle étouffant, un souffle retenu qui menace de m'étrangler. Un après-midi de juillet, la lumière ocre filtrait par les rideaux et glissait sur le parquet ancien comme une caresse. Marc venait de partir pour 2 jours, invité à un salon d'apiculture à Toulouse, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais la maison à moi seule. J'ai décidé de choyer mon corps avec la délicatesse qu'on réserve d'ordinaire aux porcelaines fines. J'ai ouvert les robinets, versé quelques gouttes de verveine au parfum citronné, puis plongé dans l'eau tiède. Mes muscles se sont dénoués, mes pensées se sont mises à dériver comme des feuilles au fil d'un ruisseau tranquille. Tout à coup, une porte a chuinté, refermée avec précaution, et des pas hésitants ont longé le couloir. Mon cœur a bondi, brisant la quiétude. Une voix grave, tenue mais d'une douceur presque enfantine, a murmuré « C'est moi ». Là, dans l'encadrement de la porte, se tenait Mati, le fils de Marc. 25 ans, un sourire qui désarme comme une promesse, l'allure à la fois sûre et timide d'un jeune homme qui hésite entre l'enfance et l'audace. Je ne m'attendais pas à sa venue. Il vit à Bordeaux, où il étudie le design, grand, élancé, une barbe de 3 jours entretenue avec soin, toujours polie, toujours à demi en retrait, comme s'il cherchait à ne pas froisser l'air autour de lui. J'ai saisi un peignoir en hâte et je suis descendue, dans la cuisine baignait une lumière dorée, et son sac à dos, négligemment posé, semblait déjà chez lui. Sous un t-shirt gris qui épousait sa carrure athlétique et un short léger, il me regardait avec un mélange d'excuses et d'espoir. Je passais dans la région, j'avais besoin de revoir l'endroit, avoua-t-il. Un trouble délicieux me prit, je lui répondis que la maison lui appartenait tout autant qu'à nous. Et, comme pour sceller ce retour impromptu, je lui ai préparé un thé glacé à la menthe. Nous nous sommes installés sous le figuier vénérable dont les branches épaisses nous enveloppaient d'ombre. Entre 2 gorgées fraîches, il me parla de ses études, de l'animation des rues bordelaises, de ses projets encore flous. Pourtant, sous nos mots tranquilles bruissait un silence vibrant, presque électrique. « Et tu n'as pas changé, Claire » chuchota-t-il, les yeux plongeant dans les miens. « Non, tu es encore plus belle qu'avant. » La phrase flotta, lumineuse et dangereuse, je souris pour masquer le tumulte qui me traversait, mais la brèche était ouverte. Les jours suivants, Mati s'installa dans la chambre d'amis. Il m'aidait à désherber les plates-bandes, concoctait des plats simples à mes côtés, riait de bon cœur en évoquant ses péripéties d'étudiant. De mon côté, je surprenais mon esprit à compter ses pas dans l'escalier, à guetter la vibration de sa voix. Chaque soir, nous retrouvions le figuier, un verre de vin rubis à la main, et le temps paraissait suspendu à nos échanges de regards, de plus en plus prolongés. Un après-midi suffocant, je classais de vieux livres dans le grenier. Le bois du toit craquait comme si la maison elle-même soupirait. Mati a ouvert la petite fenêtre, invitant un souffle d'air à pénétrer la chaleur stagnante. Il découvrit alors une photo de moi, en robe d'été, un panier de lavande dans les bras. « Tu étais rayonnante, tu le es toujours », murmura-t-il. Il effleura ma main, un frisson me traversa, aigu, impérieux. Je suis restée pétrifiée, incapable d'avancer ou de reculer, tandis qu'il rapprochait son visage. Ses doigts se sont emmêlés à une mèche de mes cheveux. « Tu sens merveilleusement bon », souffla-t-il.
Je n'ai rien répondu, aucune parole ne me semblait assez forte pour repousser, ni pour accueillir, cet élan brûlant. Le soir, il prépara un risotto parfumé au citron, l'odeur crémeuse et acidulée emplissait la cuisine, et sa présence emplissait tout mon être. Quand je rangeais les assiettes, il s'approcha par derrière, si près que son torse dégageait une chaleur animale. Ses mains épousèrent mes hanches, mon souffle s'étrangla. Puis je t'embrassai, souffla-t-il, dans un souffle presque irréel. Je me retournai, j'abandonnai toute résistance, nos lèvres se frôlèrent, hésitantes, puis se scellèrent avec une franchise vertigineuse. Sa bouche m'a rappelé que j'étais vivante, palpitante. Plus tard, seule dans la cuisine plongée dans l'ombre, je sirotais le vin blanc comme on boit un secret. Le baiser, sa brûlure, revenait en boucle dans ma mémoire, éveillant un désir que je croyais mort-né. Je me débattais avec ma raison, mais chaque battement de mon cœur me criait que quelque chose, en moi, venait de s'ouvrir comme une fleur au soleil. Le lendemain, Mati prépara le café. Sans un mot, il posa sa main sur la mienne, et la chaleur de ses doigts fit trembler ma tasse. « Tu me fais perdre la tête », confessa-t-il. Je ne retirai pas ma main, la tentation, douce et coupable, se faisait irrésistible. Nous passâmes la journée à feindre le quotidien, le marché, le potager, une sieste chacun de notre côté. Mais nos regards, quand ils se croisaient, portaient le poids délicieux d'un secret prêt à éclater. Cette nuit-là, je lisais quand j'ai entendu ses pas. La porte s'entr'ouvrit. Il entra, torse nu, un pantalon de l'un caressant sa peau hâlée. Le silence se fit dense comme une brume. Il s'assit au bord du lit. « Et dis-moi de partir si tu ne veux pas », souffla-t-il. Je ne le dis pas. Ma voix resta captive, mais mes yeux lui crièrent de rester. Sa paume trouva ma joue, tiède, rassurante, elle invita ses lèvres, lentes et profondes, à cueillir les miennes. Le monde entier se volatilisa, ne laissant que la symphonie fiévreuse de nos souffles. Je redécouvrais en lui des paysages sensoriels oubliés, la chair qui frissonne sous une caresse, la peau qui se tend sous une attente contenue. Nous avons fait l'amour avec la délicatesse de ceux qui manipulent une relique, lentement, respectueusement, comme si chaque geste réécrivait ma naissance. À chaque soupir, je me sentais à la fois vulnérable et infiniment puissante, habitée d'une énergie longtemps muselée. Lorsque l'aube grisa les fenêtres, il dormait encore, paisible, et je contemplais son visage offert, la fragilité de ses paupières closes. Une part de moi voulait fuir, refermer cette parenthèse, mais une autre, plus profonde et plus sauvage, refusait de quitter cette force nouvelle qui battait en moi. Je savais que ma vie venait de quitter ces rails silencieux pour s'élancer vers un territoire de lumière et d'ombre où, enfin, je respirais pleinement. Au petit matin, la chambre baignait dans une lueur nacrée. Mati dormait encore, étendu près de moi, sa respiration régulière soulevant à peine la couverture. Ses traits, détendus par le sommeil, dégageaient une innocence presque enfantine, ses paupières fermées révélaient la fragile vulnérabilité d'un homme que rien, à cet instant, ne pouvait atteindre. Je le contemplais longtemps, le cœur partagé entre deux élans contraires, l'un, paniqué, voulait effacer jusqu'au souvenir de cette nuit brûlante, tandis que l'autre, plus profond, plus sauvage, priait pour qu'elle se répète encore et encore, comme une prière murmurée à l'aube. Les jours qui suivirent prirent la texture soyeuse et dangereuse d'un rêve éveillé. Dans le couloir, Mati effleurait mon bras d'un geste feintement distrait. Dans la cuisine, il se glissait derrière moi pour atteindre un verre et déposait, lorsque j'étais au téléphone avec Marc, un baiser furtif au creux de ma nuque. Chaque frôlement avait la puissance d'une décharge électrique, chaque regard volé faisait battre mon cœur plus fort que la veille. L'adrénaline de l'interdit décuplait la moindre étincelle, la caresse d'un souffle, le cliquetis d'une fourchette contre la porcelaine, le tremblement léger de mes doigts quand je tendais une assiette. Une nuit de pluie, les gouttes tambourinaient contre les vitres comme des percussions lointaines. Je le trouvais dans le salon, pieds nus, lové sous une couverture, un roman ouvert sur ses genoux. Sans dire un mot, je m'assis près de lui, il tendit la main, et nos doigts s'entrelacèrent avec la simplicité d'un geste 1000 fois répété. Un silence presque sacré s'installa, il n'y avait plus besoin de paroles, tant la tension parlait d'elle-même. Pendant plusieurs jours encore, il vint ainsi chaque nuit, et chaque aube je me réveillais englouti par une culpabilité douce amère, comme un poison mêlé de miel.
J'avais conscience que ce fil brûlant ne pourrait pas s'étirer indéfiniment, mais je n'avais plus la force de le rompre. Puis, l'inévitable se produisit, Marc franchit le seuil de la maison. Le monde sembla se figer dans une seconde d'eau glacée. Dès le lendemain, Matty reprit la route, jouant à la perfection son rôle de beau-fils attentionné, poignée de main, accolade, clin d'œil à peine perceptible. Sitôt la porte refermée derrière lui, un vide abyssal s'ouvrit sous mes pieds. Ma vie reprit son cours ordinaire, mais mon esprit flottait loin de la réalité, suspendu à la mémoire brûlante de ses étreintes. La nuit, allongé aux côtés de Marc, j'écoutais son souffle paisible pendant que, dans le noir, je revivais la texture chaude de la peau de Matty, la douceur rauque de sa voix. Quelques jours plus tard, une lettre arriva, l'écriture nerveuse courant sur le papier crème, « Je pense à toi chaque soir sous ce figuier. À bientôt, peut-être. » Signé de ce pseudonyme complice, Monsieur Justet. Je glissai le feuillet entre les pages d'un recueil de poésie, mais, sitôt la nuit tombée, je le déployai à nouveau pour en relire chaque mot, assise précisément là où nos regards s'étaient croisés la première fois. Son parfum, un subtil mélange de cuir usé et de menthe fraîche, semblait encore flotter autour de moi, transformant le jardin en alcôve de souvenirs brûlants. Marc, lui, demeurait serein, occupé par ses ruches et la promesse d'une récolte abondante. J'acquiesçais à ces histoires de pollen et de miel d'un sourire distrait, tandis qu'en moi se jouait une pièce dont il ignorait jusqu'au premier acte. Je devins experte en dissimulation, mes phrases se réduisirent à l'essentiel, mais mes pupilles, elles, trahissaient mes divagations, se perdant souvent dans le vide à la recherche d'images interdites. Un mois s'écoula ainsi, jusqu'à ce message, « Je serai dans la région ce week-end. » Aucun nom, pourtant je suis aussitôt. Le samedi matin, je prétextai une visite à Sarlat. Marc, doigt encore enduit de cire, m'embrassa distraitement. À la lisière d'un sentier forestier, Matty m'attendait, silhouette plus grave encore, regard plus sombre, profondeur d'orage prêt à éclater. Nous marchâmes longtemps, enveloppés du murmure des feuilles, jusqu'à une clairière tapissée d'herbes tendres. Il étendit une couverture, je m'y assis, et, dans le silence, il prononça ces trois mots qui rouvrirent mes plaies et mes fleurs à la fois, « Tu m'as manqué ». Quand ses lèvres frôlèrent les miennes, une onde brûlante se propagea de ma poitrine à mes genoux. Allongés l'un contre l'autre, nous retrouvâmes ce territoire charnel laissé en suspens. Ses mains redessinaient mes courbes comme si elles les reconnaissaient dans l'obscurité. Mon souffle se fit haletant, chaque soupir devenait un aveu, chaque gémissement un serment muet de désir renouvelé. Dans la pénombre végétale, il n'existait plus ni culpabilité, ni peur, seulement la certitude fiévreuse d'être vivant. Au crépuscule, je trouvai Marc endormi dans son fauteuil, la tête inclinée, un livre glissé sur sa poitrine. Je restai là, poignardé par la tendresse et la honte. Je portais en moi deux femmes que tout opposait, l'épouse aimante qu'il connaissait et l'amante incendiée que Matty avait révélée. Les semaines suivantes, nos rendez-vous se firent plus rares mais demeurèrent incendiaires, une chambre anonyme à Brive, un après-midi à Périgueux, une grange abandonnée où la poussière même semblait palpiter de nos ardeurs. Chaque endroit devenait temple et exil, sanctuaire et piège à la fois. Un matin, au marché, une vieille amie me fixa avec insistance, « Claire, tu rayonnes. Que as-tu changé ?» Je lui offris un sourire impénétrable, consciente qu'aucun mot ne pourrait raconter ce feu ancien rallumé sous ma peau. Vinrent ensuite d'autres lettres, plus longues, plus fiévreuses. Matty y parlait de fuite, d'un ailleurs où nous pourrions recommencer, débarrassés des barreaux invisibles de la honte. Je restais muette, incapable de choisir entre l'ivresse de l'abandon et le vertige de la loyauté. Un soir, tandis que je lisais près de la fenêtre ouverte, Marc posa sa main sur la mienne, ses yeux, pleins d'inquiétude, cherchèrent les miens. « Tu vas bien, Claire ? Tu sembles si loin de moi. » Son geste, pourtant familier, déclencha une bourrasque de culpabilité. Je levai le regard, tissai un mensonge doux comme du miel, mais chaque fibre de mon corps vibrait encore du souvenir de l'autre. Et maintenant, si ces mots ont fait battre votre cœur ou éveillé un écho secret, n'hésitez pas à marquer un « j'aime » et à vous abonner. Car, parfois, ce que nous dissimulons le plus soigneusement est précisément ce qui nous rappelle, douloureusement et merveilleusement, que nous sommes encore vivants.